Monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors je savais pas que je devais parler, donc je dois improviser un petit peu. C'est pas grave, j'adore ça. C'est le côté acteur. Bienvenue à tous. J'ai envie de dire bienvenue à la maison. Pas tout à fait, c'est un peu prétentieux. Bienvenue à la montagne. Surtout, vous me voyez ravi pour deux raisons. Un, j'apprends que cet été, cette entreprise était plus que dans la panade, et j'apprends là en quelques semaines que ça va beaucoup mieux, alors tant mieux. Et deuxième raison qui m'a enchanté, qui m'a ravi, j'ai appris qu'une des pistes d'évolution, c'était quelque chose qui tournait autour de l'entretien et du montage de vélos. Je pense que ça, pour le coup, c'est un métier d'avenir, et un métier d'avenir pour longtemps. Le vélo, c'était avant 1940 le principal moyen de transport des Français. J'espère que ça va le redevenir. Donc, grand merci à tous d'être venus ici. Je n'en dis pas plus parce que moi, je n'ai rien fait dans ce travail-là. Je n'y suis pour rien. Je suis juste, par le plus grand des hasards, l'hôte de cette manifestation, de cette réunion. Donc j'en dis pas plus, notamment parce que il me semble que le plus important, c'est que ce soit les acteurs de cette action qui s'expriment. Bienvenue à tous à la montagne. Bonjour à toutes et à tous, mesdames les ministres, chère Agnès, chère Sarah. Vous voyez, on vient à 2 + 1 si je puis dire, mais le gouvernement est totalement mobilisé pour cette belle reprise. Monsieur le préfet, madame la présidente, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le maire, merci de nous accueillir chez vous. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les représentants d'entreprises, mesdames et messieurs les salariés et leurs encadrants, et mesdames et messieurs tout simplement des administrations qui ont œuvré avec tant d'acharnement pour réussir ce projet de reprise. Nous avons été sollicités très vite, Agnès Pannier-Runacher et moi-même. Nous avons laissé faire officiellement, bien sûr, le CIRI, et que je tiens particulièrement à saluer. Merci beaucoup pour votre engagement. La Directe, je ne sais pas où ils sont. Voilà. C'est bizarre, hein, mais tous ceux qui ont fait, on les a mis derrière. Moi, je pense qu'ils devraient être devant, au contraire, parce que c'est grâce à vous tous, vraiment, que vous avez réussi beaucoup de choses. Tout de suite, je me suis retournée vers les associations gestionnaires, que je connais bien sûr, et voilà, nous les avons sollicitées pour s'engager. Et je tiens à saluer vraiment l'engagement d'APF France Handicap, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Vous portez là un très très beau projet. Pourquoi ? Parce que c'est un projet extrêmement innovant. Alors je vous le dis tout de suite, on va avoir encore besoin de tout le monde, tous ceux qui sont autour de la table, parce qu'il y a des engagements multiples qu'il va absolument falloir mettre en œuvre pour réussir ce projet. Tout d'abord, c'est un projet remarquable. Pourquoi ? Parce que les salariés ont exposé leurs envies d'un projet professionnel innovant, qui les remettait en cause de façon importante, parce que vous allez apprendre des nouveaux métiers. Mais on sait bien que pendant cette crise sanitaire et économique, vous avez été là, vous avez été tous résilients, vous avez su aussi rebondir. Et là, je pense que c'est là où on travaille sur le pouvoir d'agir des personnes, leur autodétermination à choisir leur vie professionnelle. Donc, une vraie voie nouvelle qui s'avance, un engagement aussi donc, des chefs d'entreprise que vous êtes, l'APF France Handicap, vous avez ça, cet ADN, vous êtes des chefs d'entreprise, des nouveaux métiers, des nouveaux challenges, et c'est pour ça qu'il va nous falloir tous les partenaires, et je remercie les chefs d'entreprise d'être présents ici. On va avoir besoin de vous parce qu'il va falloir aussi innover, s'assurer que ça soit à la hauteur. Beaucoup de formations professionnelles, c'est pour ça, Madame la Présidente, que je vous remercie de votre engagement, parce que c'est un projet partenarial, l'État bien sûr, mais la région. Et puis nous allons avoir besoin du département, de la métropole, parce qu'il y a des engagements sur les baux, il y a des engagements sur les terrains. Donc on voit bien que cet engagement, il est massif. Je pense que là s'ouvre enfin une façon extrêmement différente de reconversion, mais aussi d'écoute des personnes directement concernés, c'est-à-dire les collaborateurs en situation de handicap et leurs encadrants.
Donc merci à l'APF France Handicap d'avoir vu cet aspect global, social et professionnel, et reconversion et formation. Donc nous, l'État, vous nous trouverez à nos côtés. Nous avons répondu présent tout de suite. Nous serons là en appui. Nous investissons, bien sûr, de nouveau, mais nous serons là en appui dans la durée. Parce que c'est un projet qui va demander du souffle. Il va falloir 2 ans, 3 ans pour retrouver justement ce niveau si indispensable. Je ne me fais pas plus longue parce que je vais laisser la parole à Agnès Pannier-Runacher, mais sachez en tout cas que je peux vous dire à tous bravo pour votre énergie, parce que vous nous avez mobilisés très tôt. On a laissé travailler justement les entreprises, les associations et les administrations. Et encore une fois, je remercie le CIRI, les administrations vraiment pour leur engagement. Et monsieur le préfet, je sais aussi que vous avez agi en chef d'orchestre aussi quand c'était possible, donc un grand merci. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois que beaucoup de choses a été dites par Sophie Cluzel. Elle minore d'ailleurs la participation assez considérable du secrétaire d'État qui est allé chercher les associations, qui a accompagné ce projet. Et donc c'est un très bel exemple de la façon dont on peut associer une approche économique, professionnelle, basée sur la volonté de mettre en place des activités durables, basée sur les compétences des personnes et leur capacité d'insertion qui avait été très largement mise en évidence dans leur métier chez Arta, et la capacité des associations à accompagner, à mobiliser, à bâtir un projet inclusif. Et plus largement, moi j'y vois une façon de parler de l'égalité des chances. L'égalité des chances, ce n'est pas des paroles. L'égalité des chances, c'est des actions. C'est la volonté de dire que chacun a des potentialités, que ces potentialités, elles sont en règle générale très largement révélées dans l'action, dans la vie professionnelle, et que là, la mise en danger de cette structure et Arta risquait de donner un coup d'arrêt à plus de 200 salariés qui pourtant avaient toujours été répondus présents. Et il y avait quelque chose de profondément injuste à ce que ça se passe comme ça. Et en mobilisant l'ensemble des acteurs, en ayant cette approche extrêmement professionnelle qui n'est pas de donner un avenir à une activité qui n'en avait plus, mais de donner un avenir en allant chercher une nouvelle activité. Monsieur le maire, vous parliez des cycles, du montage de vélos, l'assemblage de vélos, mais il y a aussi des activités autour de l'industrie. Et je pense que cette manière de procéder et de porter des projets d'avenir durables, on ne se raconte pas des histoires, on se dit qu'il y a des moments difficiles où il va falloir investir sur les compétences, il va falloir investir tout court sur le matériel, il va falloir accompagner le projet pendant plusieurs années, mais on sait exactement tous autour de cette table ce qu'on doit faire. Et ce sur quoi on s'est engagé, je veux remercier tous ceux qui se sont engagés, et je dirais appeler tous ceux qui ont encore à s'engager à le faire jusqu'au bout. C'est de la commande privée, c'est de la commande privée et publique. C'est également une attention sur ou un accompagnement particulier, trouver un beau, des locaux, ce genre de choses. C'est très pratico-pratique, mais c'est ça qui fait toute la différence. L'égalité des chances, c'est donc se donner les moyens de donner à chacun son destin et de réaliser ses potentialités. L'industrie permet de le faire, parce que l'industrie, elle ne regarde pas forcément longtemps votre diplôme initial. Ce qu'elle regarde, c'est ce que vous savez faire et quelle est votre envie de le faire. Et justement, de pouvoir pivoter en utilisant des compétences qui pourront être mises au service de la tôlerie ou d'autres métiers qui ne sont pas que du service, mais qui sont des métiers dans lesquels vous avez de la valeur ajoutée, je trouve que c'est un signal très important. Et c'est le type de combat que moi je veux mener en tant que ministre en charge de l'industrie. Et je peux vous dire qu'il y a une énorme fierté des équipes de Bercy d'avoir fait ce dossier. Parce que ce n'étaient pas nos interlocuteurs habituels, ce n'étaient pas des grands fonds d'investissement au moment d'une grande restructuration pour le CIRI, qui sont les interlocuteurs habituels auxquels les équipes font face. Et il y a eu un supplément d'âme dans ce dossier qui a extrêmement motivé les équipes. Parce que quand vous faites ce type de dossier, quand vous faites ce type de négociation, vous vous levez le matin en sachant pourquoi vous veniez au bureau. Et cette envie, cette fierté, je veux la partager avec vous et remercier effectivement tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que nous donnions un avenir, une reconversion et que nous bâtissions une activité qui soit utile
au territoire et qui finalement maintiennent de l'emploi. C'est aussi une façon de parler de la France en positif, de sa capacité à trouver des solutions. Vous savez qu'on parle beaucoup des entreprises en difficulté. Là, on a un très bon exemple d'entreprise qui bâtit un projet. Et avec le plan de relance que nous pilotons, que je pilote sur le volet industriel, je peux vous dire, et je parle sous le contrôle de la présidente de région, puisque sa casquette développement économique lui donne l'occasion sur le terrain de voir les dossiers. Et je sais que les élus, Madame la députée, sont très engagés. On voit des milliers d'entreprises qui aujourd'hui ont des dossiers, ont des projets, ont envie de s'investir, ont envie de produire en France. C'est aussi ça que je veux partager avec vous à cette occasion, vous dire que nous, on restera très présents pour faire en sorte que chaque étape soit une étape franchie avec succès. On sait tous que les circonstances sont incertaines, mais on sait aussi que quand on a de l'envie, qu'on sait négocier et qu'on a tout le monde autour de la table, on trouve des solutions. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin et je serais très heureuse d'entendre les salariés qui ont été partie prenante de ce projet, qui ont aussi dit leur envie, été exigeants de nous raconter plus précisément comment tout cela s'est passé. Juste avant de passer le mot, je voulais simplement dire que j'étais très contente d'être avec Agnès et Sophie ce matin et évidemment avec les parlementaires pour une raison cet après-midi, ce matin. Pour une raison toute simple, c'est que moi je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement et aujourd'hui c'est une belle preuve d'engagement, d'un engagement collectif sur notre territoire et ça prend tout son sens et toute son importance. Madame Ribes, est-ce que vous avez... c'est bon, vous avez votre micro. Je remets mon masque, pardon. Merci. Alors, bon, déjà vous dire que je suis vraiment très très heureuse et honorée d'être parmi vous. Donc, émue aussi. Mesdames et messieurs les ministres, Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie et des finances, donc vous nous avez dit la fierté de Bercy, Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées auprès du Premier ministre, chère Sophie, merci vraiment pour vos propos très encourageants. Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer. Monsieur le préfet de région, Madame la présidente de région, Mesdames et Messieurs les élus, les sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les salariés et partenaires, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette visite exceptionnelle, donc en termes de nombre de ministres présents, une visite vraiment interministérielle, j'ai presque envie de dire, qui marque en tout cas de très très belle manière la reprise de l'entreprise adaptée EARTA par APF France Handicap. C'est important pour nous, notre projet, le projet associatif d'APF France Handicap, Pouvoir d'agir, pouvoir choisir, a pour finalité d'agir en faveur des personnes en situation de handicap pour le respect de leurs droits fondamentaux et de militer pour une société plus inclusive et une société réellement ouverte à tous. Or, une des clés essentielles et indispensables à l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est bien l'insertion professionnelle. C'est aussi, bien évidemment, pour les jeunes qui ne sont pas encore en âge de travailler, un véritable accès à l'école, à l'apprentissage, aux études, etc. Et donc, ce projet de reprise et de maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, je le rappelle, au nombre de 210 personnes, hein, c'est pas rien. Donc ce projet de reprise qui permet de reprendre 210 personnes, ça s'inscrit vraiment donc pleinement dans l'ADN de notre association. Notre plaidoyer politique, APF France Handicap, sur l'emploi, milite également pour l'accès au droit l'accès à l'emploi, le droit au travail et à la formation pour toutes et tous, et pour le libre choix du projet professionnel. Je ne vais pas bien sûr ici développer devant vous tout notre plaidoyer sur le sujet, parce que, hein, on mettrait un petit peu de temps, mais vraiment juste mentionner deux leviers importants pour favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi qui font vraiment sens avec notre journée aujourd'hui.
c'est lutter contre les discriminations, les préjugés et surtout la présomption d'inefficacité dont peuvent parfois faire l'objet à tort les travailleurs en situation de handicap. Soutenir le développement des entreprises adaptées, ça c'est aussi dans notre projet, dans notre plaidoyer et dans notre projet associatif. Comme de très nombreux Français, les travailleurs en situation de handicap ont subi de plein fouet, on le sait, la crise sanitaire, en particulier celles et ceux ayant des vulnérabilités en termes de santé, que ce soit en milieu ordinaire de travail ou dans le secteur adapté et protégé. Je rappelle que la situation concernant le taux de chômage des personnes en situation de handicap, il est quand même 2 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Alors vous comprendrez que participer au sauvetage d'une entreprise en redressement judiciaire et ainsi pérenniser plus de 200 emplois, eh bien ça mérite d'être souligné et mis en valeur. Et cette reprise, j'en suis fière, et elle permet à APF France Handicap de s'affirmer comme une association créatrice de projets, d'activités, d'emplois et génératrice de valeur ajoutée dans la droite ligne, finalement, de notre projet associatif, là encore. Donc avant de laisser la parole aux salariés, je tiens vraiment à saluer le soutien total du gouvernement en interministériel, et la présence aujourd'hui de l'ensemble de ces ministres vient l'attester clairement. Et je souhaite également souligner la forte mobilisation des services de l'État, que je remercie également. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'entendre les salariés sur ce qu'ils ont traversé pendant toute cette période difficile et de nous faire part justement de leurs attentes. Alors sans plus tarder, je leur laisse la parole. Madame la ministre, chère Agnès, mesdames les secrétaires d'État, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, j'aimerais saluer la présidente de l'APF, saluer bien évidemment le directeur général de l'APF et saluer les chefs d'entreprise de la région présents, mesdames et messieurs les salariés. Madame la ministre, chère Agnès, j'ai envie de vous dire, je suis très heureuse, vraiment très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui et surtout, dans le contexte actuel, je dirais que ça fait du bien de porter un message positif, un message d'espoir et un message d'avenir. Je pense que tout à chacun, on appréciera ce moment. Moi, j'ai le souvenir de cette visite du mois de septembre sur le site de la Sarthe, où nous avions échangé avec les salariés, et je sais que nombreux salariés d'entre vous étaient très inquiets, et on peut le comprendre. Et aujourd'hui, de voir le groupe APF Entreprises. Bienvenue dans la région des Pays de la Loire. Je crois que c'est une première. Je suis ravie, en tout cas, vous allez voir, c'est la plus belle région de France. Je suis ravie, vraiment ravie de cette belle fin. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plutôt des mauvaises nouvelles, on parle plutôt des entreprises qui sont en difficulté, mais on a aussi des belles histoires à raconter. Et je pense qu'il faut raconter ces belles histoires, surtout dans le contexte actuel. Et, vous le disiez, chère Agnès, tout à l'heure, moi je suis ravie d'être à la tête de la région où les dispositifs de l'État, territoire d'industrie ou résilience, nous avons capté près de 20% de l'enveloppe nationale et ça continue parce que nos entreprises, elles ont des projets, nos entreprises, elles ont envie d'innover et je pense que c'est la solution aussi dans la période que nous connaissons. Et puis, depuis le début mars, depuis le début de cette crise, moi je le dis avec beaucoup de force et puis ça fait écho à cette journée aujourd'hui. La réponse à cette crise, elle est collective et la réponse aussi à la situation de cette entreprise, elle a été collective. Dès le début, Madame la Ministre, vous m'avez contacté pour qu'on soit mobilisés ensemble pour sauver l'ensemble des emplois sur notre région. Et nous avons réussi. Moi, je suis très heureuse de pouvoir, en tant que présidente de région, accompagner le futur projet, notamment en termes d'amélioration de chaîne de production, puisque c'est 840 000 € que la région va apporter au projet, plus le volet formation, vous l'avez dit, Madame la secrétaire d'État, c'est un enjeu important. Et permettez-moi, pour conclure, de remercier l'ensemble des services de l'État, bien évidemment aussi le CIRI, avec qui nous travaillons, les services de la région et le service du CIRI ensemble, mais saluer aussi la directe et tout particulièrement son directeur qui va devoir nous quitter
Je me permets de vous dire un petit mot. Je sais que les services de la région et les services de la Directe œuvrent au quotidien pour accompagner nos entreprises. Donc, un grand merci, cher monsieur. Et puis, bonne continuation dans une région, vous allez voir, beaucoup moins sympathique que la région des Pays de la Loire. Mais je vous souhaite plein de succès. En tout cas, très heureuse d'être à vos côtés pour ce moment très, très important. Moi, je suis vraiment ravie. J'aurais hâte aussi d'aller à la rencontre des salariés du département de la Sarthe, parce que je sais, que ce soit en Loire-Atlantique ou en Sarthe, cette reprise était très attendue. Donc, bien évidemment, APF, bienvenue dans la région des Pays de la Loire. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans vos projets. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis salariée à Voivre, le site qui est concerné par l'activité Prestalis. Donc c'est vrai qu'on a passé des moments très, très difficiles. C'était très dur à vivre. Donc on est rentré dans des moments très difficiles à gérer. Tout le monde était perdu. L'angoisse, le stress, l'inquiétude de l'ensemble des salariés sur leur avenir professionnel. Tout le monde se posait la même question, qu'est-ce qu'on va devenir, comment nous allons retrouver du travail, surtout avec nos handicaps et tout ça. Donc c'était une situation très dure et nous n'avons pas compris pourquoi ce qui nous est arrivé. Nous avons toujours bien travaillé, nous avons travaillé les week-ends, nous avons travaillé pendant la crise de Covid et nous avons senti un sentiment d'injustice. Mais bon, nous avons mené un combat, nous l'avons gagné. Et à l'arrivée de 3 repreneurs, c'était un début d'un soulagement. Et nous sommes tous élus et salariés réunis derrière un seul projet, c'est le projet des APF, qui nous a séduits dès le premier contact. Parce qu'on va avoir des formations, socialement aussi, correspond à notre milieu. Et puis voilà. Donc maintenant, nous avons tourné la page et nous sommes très très soulagés et nous espérons que notre choix est meilleur et que nous serions très bien dans notre entreprise. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus. Je remercie le CERI qui a répondu à notre demande, la Directe. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à toutes nos réunions hebdomadaires. Je remercie particulièrement le cabinet de Madame Sophie Cluzel parce qu'ils nous ont accompagnés et c'est grâce à vous tous qu'on est arrivé à ce bon résultat. On est soulagés, on est contents aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, moi c'est Sylvie, je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui. Donc moi je travaille sur le site de la montagne ici depuis 15 ans. Donc je connais très très bien cette entreprise qui a connu des très très belles années et depuis quelques années effectivement c'était un peu plus difficile. Et donc malheureusement quand le couperet est tombé du redressement judiciaire, ça a été pour nous un choc émotionnel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'émotions sur ce site. Je pense que beaucoup de salariés qui sont ici auraient aimé parler avec leurs propres mots. Donc, ils m'ont glissé des petits mots, faut dire. Bon, voilà, je vais un petit peu résumer ce qui s'est passé. Donc, quand l'entreprise a été mise en redressement, il y a eu une administratrice judiciaire, Maître Gauthier, qui a été nommée, et ce qu'on appelle un manager de transition, Monsieur Catoire. Donc, ils ont repris très rapidement les rênes de l'entreprise. Et ce qui nous a permis, nous, de redonner espoir à tous les salariés et aussi de conserver certaines activités sur des sites différents, aussi bien sur le 72 que sur le 44. En parallèle, donc ça c'est vraiment très important, les élus et les salariés ont vraiment mobilisé tout ce qui est administration et les différents ministères, dont les vôtres, Madame Cluzel, Madame Pannier-Runacher, excusez-moi si je ne prononce pas très bien votre nom, et aussi le ministère de l'Emploi d'Elisabeth Borne. Donc on a vraiment mobilisé, on vous a envoyé des courriers et début octobre, vous nous avez reçus à Bercy. Donc pour nous,
Ça a été une grande aventure, hein, quand même. On est monté sur Paris, il y a eu une petite délégation qui est montée. On a été reçus à Bercy, très très bien, par Monsieur Marguerite, hein, que je remercie aussi. Donc on nous a écoutés, on nous a vraiment écoutés. On a parlé avec nos mots, notre cœur, je pense. Et là, on a vu qu'il y avait vraiment une écoute attentive. Et donc, après, toutes les semaines, on avait un petit rituel. Tous les mardis soirs, on avait rendez-vous par audioconférence avec tous les acteurs. Et je pense que c'est grâce à ça aussi, c'est grâce à ce contact continu qu'on a pu avancer vraiment dans le bon sens de l'aventure. Et au cours de cet échange avec le CIRI, il a été convenu aussi de mettre en place un cabinet, le cabinet Catalyst, qui est venu sur les sites, qui nous a accompagnés. On a eu des groupes de parole, on a eu des entretiens individuels, et on a pu s'exprimer sur nos angoisses, la crainte aussi de l'avenir, surtout dans ce contexte sanitaire qui n'est pas facile à vivre tous les jours. Donc ce cabinet Catalyst vient encore sur notre site, on a encore des rendez-vous. Donc ils ne nous lâchent pas, ils restent avec nous tant qu'on a besoin d'eux. Ça, c'est clair. Et puis donc ça nous a permis vraiment de nous redonner confiance. Et au cours donc de cette procédure de redressement, on a eu un appel d'offres et on a pu rencontrer les 4 potentiels repreneurs, dont APF, qui, dès le premier jour, dès le premier contact, ça a été une évidence pour nous. Ça a été une évidence parce qu'ils parlaient le même langage que nous, avec des vrais projets, des projets professionnels, des nouvelles activités, une sécurité de l'emploi aussi, et un accompagnement social. Voilà. Donc ça, c'était hyper important parce que pour nous, ça a été une évidence. Il n'y a pas eu de doute que c'était APF France. Voilà. Et le 3 février, quand le délibéré est tombé, ça a été un vrai soulagement. Voilà. Donc nous, on voulait vraiment remercier tous ceux qui sont intervenus, la directe, on a même rencontré monsieur le préfet, enfin le cabinet du monsieur le préfet. On a vraiment mobilisé tout le monde et on a vu que tous les ministères ont travaillé la main dans la main. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, je tenais à remercier tout le monde de la part de tous les salariés. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est M. Catelin Siri. Donc, durant cette période, j'étais représentant des salariés. Donc, c'est moi qui représentais les salariés pour le tribunal. C'est vrai que la période a été très, très compliquée. Un traumatisme pour les salariés du 44 et du 72. Beaucoup de salariés sont au chômage partiel depuis le 17 mars dernier. Ils ont très, très hâte de reprendre le travail, chose qui peut être compréhensible, et donne aussi un sens à leur vie professionnelle. Excusez-moi. On est très content qu'APF France nous ait repris. C'est un soulagement. Et certains salariés ont quelques questions, donc je vais vous les poser aux représentants d'APF, si ça ne vous dérange pas. Déjà, je vous remercie parce que l'arrivée de M. Toinel, ici présent, est un grand soulagement pour les salariés. On a enfin une structure, on a vraiment... tout est adapté. Donc les questions des salariés, c'est pouvez-vous nous expliquer comment allez-vous installer vos nouvelles activités sur nos sites? Première question. Deuxième question, les salariés vont-ils être formés? Troisième question. Lors de nos premiers échanges, vous avez parlé de co-construction. Pouvez-vous nous expliquer? Certains salariés sont en souffrance, c'est vrai, à cause du Covid, la période qu'on a vécue. Y aura-t-il un accompagnement social? Avez-vous déjà des contacts et d'éventuels projets avec des entreprises des régions de la Pays de la Loire? Voilà. Et je voudrais remercier Madame Reeves, Monsieur Teboul, Monsieur Maroni, ici présent, Monsieur Toinel, pour votre prise de risque dans ce dossier ERTA et pour votre confiance. Et je vous remercie aussi tous les ministères qui sont présents, le CIRI, parce que c'est vrai que grâce à vous, comme on dit, l'union fait la force. Et aujourd'hui, on a montré que malgré ce climat compliqué, on a pu sauver quand même 210 salariés. Donc je vous remercie tous et toutes pour ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, tous les salariés vont pouvoir écrire une nouvelle page blanche. Très bien, écoutez, je vais poursuivre. Donc, Prosper Teboul, directeur général d'APF Handicap. France Handicap, parce que vous avez dit France, moi je dis qu'handicap, donc en principe c'est les deux. France, handicap, bon, voilà, on fait la liaison.
Écoutez, il y a beaucoup d'émotions dans les paroles que vous venez de prononcer, les trois salariés qui êtes représentatifs. Et ces paroles, je peux vous le dire, m'ont particulièrement touché. Et je dirais que non seulement ces paroles nous obligent, mais nous donnent clairement la direction. Je ne peux pas vous dire autrement. Donc vraiment, je pense que c'est dans cette direction-là qu'on va aller. Une petite présentation très très rapide d'APF France Handicap. Donc, c'est 550 établissements dans le champ du médico-social, du sanitaire, du secteur du travail adapté, des délégations départementales. C'est un peu plus de 15 000 salariés, 30 000 personnes en situation de handicap qui sont accueillies sur tout le territoire français et 20 000 adhérents ainsi que 12 500 bénévoles. Au sein de cette grande maison, parce que c'est une grande maison, il y a l'entité APF Entreprise, qui est représentée par Serge Widaski et son équipe, qui regroupe une cinquantaine d'établissements, entreprises adaptées ESAT, répartis sur l'ensemble du territoire français, et qui accueille 4 200 salariés, dont 3 800 salariés en situation de handicap. Depuis 6 ans, APF Entreprise a mené un plan de transformation très important, consistant à positionner ces entreprises adaptées sur des métiers à plus forte valeur ajoutée. Cette transformation a rendu possible 3 choses. Permettre à nos salariés en situation de handicap d'occuper des métiers plus valorisants et surtout plus durables. Deuxièmement, remettre les entreprises adaptées à l'équilibre financier. Ça va avec le premier objectif. Et enfin, retrouver un modèle économique rentable, viable, à long terme. Un petit indicateur, depuis 5 ans, Serge, je pense que nous créons 150 postes par an pour des salariés en situation de handicap. 150. Or, c'est des tremplins. Voilà, on les met à part. 150 par an. C'est quand même... Alors, cette année, on va exploser les compteurs. Ça fait combien? 200 juste en une fois, je dirais. Alors, mi-novembre, nous avons été alertés par le cabinet de Sophie Cluzel. Merci, chère Sophie, de penser à nous quand il y a des coups durs, on est là aussi. Quand il y a des coups durs aussi, on pense à vous. Ça va dans les deux sens, je dirais. Et après une analyse technique du dossier, nous étions face à la situation que certaines de nos propres EA, il y a 6 ans, avaient rencontré, à savoir une entreprise avec un modèle économique fragile, des salariés peu ou pas formés et peu de possibilités d'avenir. Lors d'une visite organisée par l'administrateur judiciaire, les équipes APF France Handicap ont été très sensibles au sort des 235 salariés et plus particulièrement des 210 personnes en situation de handicap. Des échanges avec les parties prenantes laissaient entendre à ce moment-là que les repreneurs potentiels ne pourraient reprendre qu'une centaine de salariés. Nous avons décidé, au début de décembre, d'étudier une alternative à ce risque social majeur. Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce que j'ai parlé d'APF France Handicap. Je voulais vraiment souligner tout le travail de mobilisation de Serge Widaski, qui est directeur national d'APF Entreprise, et de toute son équipe. Je peux vous garantir qu'ils n'ont pas lâché une minute. Les soirs, les week-ends, on a passé des heures au téléphone. Il y avait une vraie ténacité, donc merci à vous, à toute votre équipe. Vous avez vraiment fait un sacré travail, parce qu'effectivement, au niveau politique, on a rapidement, avec Pascal, donné un accord massif. On a eu des échanges au niveau du cabinet ministériel, mais tout le travail d'équipe et vraiment le témoignage des salariés l'atteste. Il y a eu un vrai projet qui a été présenté. Alors, nous avons eu la chance de pouvoir travailler dans un esprit collectif avec les services compétents de l'État, ça a été dit par tout le monde, donc je le dis très rapidement, mais quand même avec toute une sincérité, avec la Directe, le secrétariat d'État au handicap, chère Sophie, le CIRI, les collectivités territoriales, mais aussi avec d'autres associations et d'autres partenaires. Cette dynamique positive, partagée, collective, nous a permis d'imaginer une solution industrielle et de positionner
des nouvelles activités. Serge vous en parlerai juste après moi. C'est donc fort d'une solution industrielle à long terme permettant de proposer de nouveaux métiers aux salariés que nous nous sommes présentés à l'audience du 27 janvier, le suspense était insoutenable, au tribunal de commerce de Nantes. En réalité, le cœur de l'ingénierie de ce projet est avant tout un cœur RH, ressources humaines, l'humain étant le véritable capital de toute organisation. Donc avant de développer ce volet RH, je reviendrai tout à l'heure, je laisse Serge Widawski présenter le projet industriel. Bonjour à toutes et tous. Je m'associe bien sûr à tous les remerciements, je ne vais pas réitérer tout ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais souhaiter une très chaleureuse bienvenue aux nouveaux salariés d'ERTA. On est absolument fiers et heureux que vous nous rejoigniez, que vous rejoigniez notre réseau. Et nous espérons vraiment que ce que nous allons faire ensemble ne sera pas simplement une satisfaction aujourd'hui, mais sera surtout une satisfaction demain et dans les jours qui vont venir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet industriel et quelles sont les graines qui nous ont permis de construire ce projet? Je dirais que d'abord, il est axé sur 3 leviers. Le premier levier, c'est que nous avons un réseau, une cinquantaine d'établissements, comme Prosper vient de le dire, et une trentaine d'activités, dont un certain nombre avec une valeur ajoutée de plus en plus importante. L'idée, c'est d'utiliser ces leviers de ce qui a été développé et éprouvé déjà dans les autres établissements de notre réseau comme levier numéro 1. On va s'appuyer sur ce qu'on a appris à faire au travers de ces années. Deuxième levier, bien entendu, l'écosystème local. Ce que nous rencontrons aujourd'hui à Nantes et ce que nous allons rencontrer aussi au Mans, c'est le deuxième levier. On ne peut rien faire sans l'écosystème. Et je m'adresse bien entendu à nos partenaires avec qui on échangera tout à l'heure. Votre rôle est absolument fondamental. Et nous savons votre soutien et nous en aurons plus que besoin dans l'avenir. Le troisième levier, c'est aussi justement nos partenaires nationaux. Il y a d'autres entreprises qui nous accompagnent un peu partout sur le territoire. Nous comptons aussi sur eux pour, encore une fois, dans le territoire ici, dans les Pays de Loire, faire ce que nous avons réussi à faire ailleurs. Alors maintenant, quelques mots. Vous avez posé la question de ce qu'on allait faire ensemble. Alors, le mot ensemble, il est fondamental, parce que nous avons imaginé 5 activités avec une valeur ajoutée et, je dirais, un intérêt certain probablement pour vous, probablement aussi pour nos partenaires, mais c'est ensemble qu'on va le construire. C'est avec vous, c'est avec nos partenaires. Et je veux, comme premier exemple de la première partie de notre projet industriel, parler de la tôlerie. On a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est Madame la Présidente tout à l'heure de la région, peut-être Agnès, je ne sais plus, qui évoquait ça. La tôlerie, on a déjà un magnifique outil à Vannes, près de Lorient, donc notamment près de nos partenaires Chantiers de l'Atlantique et Naval Group, pour lequel nous faisons déjà des choses depuis un certain nombre d'années. Par exemple, pour les Chantiers de l'Atlantique, nous faisons toute une série d'équipements comme des coffres-forts, des gaines de ventilation, des supports télé, des accessoires, tout ça pour les cabines de paquebots. Donc, une certaine expérience d'équipements déjà assez élaborés. Pour Naval Group, nous travaillons sur les programmes de frégates multimissions déjà depuis une dizaine d'années, et maintenant récemment, depuis 2020, sur les programmes de frégates défense et intervention, en livrant des programmes des parcs à munitions, des armoires à munitions, des pupitres de commande de tir, tout ça, encore une fois, avec une visibilité intéressante, puisque c'est l'intérêt de tous ces programmes, c'est qu'il y a une visibilité, donc on a pu investir et on a pu construire une véritable offre complètement adaptée à ces besoins. Voilà, donc qu'allons-nous faire ici? L'idée, c'est d'essayer d'harmonieusement de compléter les installations que nous avons à Vannes et de voir avec nos partenaires, Chantiers d'Atlantique, Naval Group, mais aussi le groupe NJ Axima, dont le siège est ici à Nantes, de voir qu'est-ce qu'il est pertinent de faire en matière de tôlerie. On pourrait faire x2, on peut doubler si le besoin est là, on fera ce qu'il faut. En matière d'équipement, bien entendu, on va parler de découpe laser, comme ce qu'on a peut-être à Vannes, on le fera peut-être ici. On va parler de poinçonnage, on va parler de pliage de tôle, on va parler de postes de soudure de différentes complexités, soit des postes de soudure MIG ou TIG pour les connaisseurs. On peut faire ce qu'on veut.
Ensemble, on va bâtir ça. On a besoin de bien capter quel est le marché. Encore une fois, l'objectif, c'est de construire des activités pérennes, des activités qui ont une viabilité, des activités qui, non seulement vont vous permettre de vous, en quelque sorte, de déployer de nouvelles compétences que vous allez découvrir, mais en même temps d'être sûr qu'il y aura une durabilité. Donc, nous avons de magnifiques fleurons, et Agnès est bien placée pour le savoir, des magnifiques fleurons en France, et on a ici de magnifiques représentants de ces fleurons. Nous souhaitons bien entendu nous associer à ces évolutions et ces magnifiques contrats qui ont été gagnés par eux à l'international pour s'inscrire dans ces programmes, que ce soit directement avec vous, partenaires, ou les sous-traitants, bien entendu, vos sous-traitants avec lesquels on sera tout à fait ravis de travailler. Donc ça, c'est le premier axe, la tôlerie. Monsieur le maire, vous avez évoqué tout à l'heure les vélos électriques. Alors déjà, je voudrais féliciter, je ne sais pas si c'est vous-même, vos prédécesseurs et de manière générale la métropole de Nantes, puisque vous avez une réputation effectivement en matière de mobilité douce assez extraordinaire. Je rappelle que dans la région, il y a, je crois savoir, autour de Nantes, 600 km de pistes cyclables. Donc ça, c'est assez remarquable, c'est assez formidable. Je salue ce résultat. Et donc, il paraît tout à fait pertinent, effectivement, que dans ce cadre, nous mettions ici un centre d'assemblage, comme nous le faisons déjà, avec 3 ESAT. C'est intéressant de le noter, c'est des ESAT, avec lesquels nous travaillons aussi en lien avec une stratégie qu'on a développée et qui a été très, très intéressante, c'est de travailler avec des start-up. Parce que ça aussi, c'est une graine de réussite pour le handicap, et d'ailleurs de manière générale, c'est de faire pousser les start-up. Alors comment fait-on? Nous avons des ateliers, nous avons des compétences à développer ou disponibles, et avec les start-up, nous bâtissons, effectivement, nous accélérons le développement des start-up par l'existence même des ateliers et des compétences. Donc, pour ce qui est des vélos à assistance électrique, nous travaillons depuis quelques années avec, je ne vais pas les citer, même ils seraient très fiers que je les cite, mais je préfère pas les citer, 2 start-up brillantes, françaises, qui, nous en sommes à peu près convaincus, ont vocation à devenir des leaders européens, parce que nous avons en France aussi cette autre capacité de développer de l'intelligence dans les vélos, et donc nous avons développé, ces start-up ont développppé de l'intelligence connectée dans les vélos. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous assemblons complètement ces vélos dans ces ESAT. Il y en a un à Quimper, ici, nous avons la présence d'ailleurs de la directrice de cet établissement, Gwenelle Kermarek. Nous assemblons également ces vélos en Alsace et à Tours. L'idée, c'est d'aller encore plus loin, parce qu'il y a 2 problèmes avec les vélos. Il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est un problème aussi qui s'adresse à Mme Agnès Pannier-Runacher, c'est que les pièces, la quasi-totalité des pièces des vélos viennent de Chine. Donc, notre ambition, c'est, alors bien entendu, pas de remplacer toutes les pièces venant de Chine par des pièces françaises. Néanmoins, au travers du dispositif qui s'appelle le FATEA, le Fonds d'accompagnement du développement des entreprises adaptées, nous avons bien l'intention et nous avons posé un projet dans ce sens avec un consortium d'entreprises adaptées, de pouvoir effectivement utiliser ces fonds pour développer dans la mobilité douce, notamment peut-être des roues ou des cadres de ces vélos. Donc ça, c'est le premier challenge qu'on envisage de réaliser. Le deuxième, il est beaucoup plus difficile encore, et on espère pouvoir le faire ici. Là, on place l'ambition très haut. C'est de faire, en quelque sorte, un atelier 4.0. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier 4.0 ? C'est un atelier où on va pouvoir personnaliser les vélos pendant la fabrication par un mix d'intelligence, je dirais, à la fois de conception par ordinateur et d'intervention d'opérateurs. Voilà, donc projet très ambitieux, très adapté à la région, et encore une fois, bravo à vous. Troisième activité, là je vais me tourner plutôt vers Le Mans. Le Mans, il se trouve que c'est bien placé par rapport à la France, c'est à peu près au milieu, et c'est très bien placé pour mettre en place un centre logistique. Un centre logistique, pourquoi faire ? Dans un premier temps, il ne vous a pas échappé que nous fabriquons des masques. Nous fabriquons des masques, que ce soit des masques transparents comme celui qu'on vous impose aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas trop douloureux, et également des masques en tissu de catégorie 1 que nous fabriquons également, et nous avons eu la chance récemment de gagner un appel d'offres de l'État pour les stocks de l'État. Et donc, nous avons besoin d'un centre logistique avec évidemment du contrôle qualité que nous mettrons en place en lien avec le cabinet que mandatera la DGE, bien entendu, pour pouvoir assurer pour cette commande
tout le suivi qualité. Donc ça, ce sera notre priorité, et c'est immédiat, et c'est tout de suite, et c'est nécessaire au Mans. Bien entendu, on n'exclut pas, selon les compétences et selon les appétences des salariés que nous verrons là-bas, de voir si on peut aussi fabriquer des masques. Fabriquer des masques en tissu, ça, ils sont relativement simples à fabriquer, beaucoup plus complexes, ceux-là. Ça, ce sera dans un deuxième temps où on verra. Hein. Donc voilà, troisième activité. Quatrième activité, pérenne, l'aide à la personne. L'aide à la personne au travers du transport des personnes à mobilité réduite. Alors nous avons déjà développé cette activité dans différents endroits en France, bien entendu principalement pour nos propres besoins, association APF France Handicap. Nous avons 500 établissements, Prosper Teboul l'a dit tout à l'heure, mais aussi pour des partenaires, pour les municipalités, les CCAS, les EHPAD. Donc il y a un vrai marché, et rien de mieux que des personnes handicapées, effectivement, pour servir des personnes handicapées dans ce domaine. Et enfin, dernière activité que nous déployons un peu partout, et qui est tout à fait naturelle également, c'est les prestations extérieures sur site. Alors ça, c'est très important parce qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut en prestations sur site. Il faut travailler avec nos partenaires, on peut faire du numérique, ce que nous avons fait à droite et à gauche. On peut faire aussi des prestations plus classiques de conciergerie ou d'entretien et de réparation de bâtiments. On peut faire tout ce qu'on veut. Le tout, c'est, encore une fois, d'échanger avec vous, messieurs, mesdames les salariés, de voir ce que vous avez envie et ce que vous pourrez faire et de travailler avec nos partenaires pour pouvoir permettre tout ça. Alors je dirais que pour mener à bien ce projet ambitieux, on a deux problématiques immédiates. La première, c'est qu'il faut des locaux qui soient adaptés. Il faut qu'on soit certain que c'est bien beau d'avoir de l'ambition sur le papier, il faut que les locaux le permettent. Donc nous avons engagé des discussions avec les métropoles de Nantes et du Mans, et je dois dire que nous avons vraiment bon espoir que nos messages soient entendus. En tout cas, j'aimerais bien qu'ils soient entendus aujourd'hui parce que c'est nécessaire, c'est essentiel. Dernier point, évidemment, il va falloir pour nous identifier vos compétences, identifier ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire, que ce soit à Nantes ou que ce soit évidemment au Mans. Et pour ça, il va falloir identifier et vous faire évoluer, vous apprendre, vous former. C'est la question que vous posiez tout à l'heure. Oui, c'est la clé de tout, c'est la formation. C'est vous donner envie d'aller encore plus loin. Je vais laisser Prosper Teboul peut-être développer davantage ce point. Merci Serge. Je regarde, on est vraiment dans le timing, c'est pas trop mal quand même. Effectivement, donc, à travers cette petite transition, je vais répondre, j'espère, de manière générale, mais bien évidemment, vous verrez avec Max Toinel la suite. Hein. Mais Monsieur Catelin, me semble-t-il, c'est vous qui avez posé la question de l'accompagnement, moi je dirais de l'accompagnement à la transformation. Hein. Je rappelle l'objectif principal qui nous a guidés tout au long de la conduite de ce projet de reprise, c'est une intégration réussie et durable de chaque salarié au sein d'APF France Handicap et d'APF Entreprise en particulier. Alors nous venons de voir avec Serge Widawski un axe majeur avec la présentation du plan industriel en quelque sorte qui vise essentiellement à assurer la pérennité de l'activité. C'est justement cette pérennité de l'activité qui va nous permettre, dans le fond, de mettre en œuvre et de garantir la sécurisation des parcours professionnels et personnels de chaque salarié. Nous voulons pouvoir donner du choix à chacun. Nous voulons pouvoir donner des marges de manœuvre qui n'existaient plus. Pour atteindre cet objectif, les salariés ont besoin d'avoir de la visibilité. En premier lieu, sur l'avenir de leur site, très logique, mais aussi sur ce que cela signifie pour eux en termes concrets. C'est un petit peu votre souhait. En termes d'activité métier, en termes de compétences à mettre en œuvre. Pour cela, nous avons planifié une démarche RH structurée. Je vais vous la présenter très rapidement. Une programmation d'entretien individuel aura lieu avec chacun des 205 salariés répartis sur l'ensemble des sites. Ces entretiens, c'est la semaine prochaine. Ils vont débuter la semaine prochaine et permettront, grâce à plus de 40 jours, c'est une programmation, si c'est 42 jours, ça va, si c'est 38, ça va aussi.
40 jours d'écoute sociale et RH. Les deux sont incontournables. Ça va nous permettre d'analyser, les situations individuelles, d'identifier les compétences de chacun, de projeter les compétences transférables. C'est un travail de fond qui vise à développer l'employabilité de chaque salarié sur la durée. Cela se traduit par la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'écologie sociale. Ce n'est pas un gros mot, hein, l'écologie sociale via une GPEC active, c'est-à-dire que l'employeur part des compétences existantes pour rechercher des activités. Et grâce à la méthodologie de la matrice des compétences cibles, nous pouvons mesurer, et ça c'est extrêmement important, l'écart de formation en court terme, moyen terme et long terme. Et ce, en adéquation avec le plan industriel de retournement qu'a présenté Serge Widawski. J'ai évoqué en préambule la nécessaire sécurisation des parcours professionnels et personnels. Cela veut dire concrètement identifier les compétences et les contraintes de chacun, leur donner de la visibilité sur des activités qui peuvent tenir aujourd'hui, bien sûr, mais aussi demain, en fonction de l'évolution de l'activité. Les orienter vers les parcours adaptés à leur situation en termes de bilan, de formation, d'adaptation, de reconversion, à mettre en face à des plans de formation, donc budget, plan de formation. Mettre en lumière la polyvalence, la polycompétence, les transferts de compétences possibles et souhaitables. Et enfin, toujours inclure le développement humain avec en parallèle le nerf de la guerre, je dirais, le développement commercial et le développement d'activités. Ça va ensemble. Ainsi, tous les plans d'action RH s'inscrivent sur la durée et s'alimentent des actions de formation, de reconversion, avec l'ensemble des acteurs RH de l'écosystème, y compris les organismes de formation, les partenaires clients, la direction des ressources humaines au niveau du siège APF France Handicap. Pour conclure, tout à l'heure, je ne sais plus quel est celui d'entre vous qui a parlé, qui nous a remerciés de prendre des risques. Vous avez dit merci d'avoir pris ce risque. Moi, j'ai une question très, très spontanée, une interrogation qui n'en est pas vraiment une. Si une association comme APF France Handicap ne prend pas ce genre de risque, qui le ferait? Merci. Alors on va faire maintenant, si vous le voulez bien, on va donner la parole à nos partenaires. Et donc pour chacun d'eux, je vais vous poser la même question, je la pose une fois pour toutes et je vous laisserai répondre les uns après les autres. Donc la question c'est, quel intérêt pour vous d'une politique RH inclusive? L'intérêt des achats responsables et que comptez-vous faire en quelque sorte pour le secteur en particulier du STPA et APF entreprise en particulier? Donc je vais peut-être donner la parole et je vous laisserai vous présenter vos responsabilités au sein de vos groupes. Je vais passer la parole donc à Madame Chavanas, à ma droite. Oui, bonjour, je suis Caroline Chanavas, je suis directrice des ressources humaines de Naval Group. Eh bien, la diversité et l'inclusion, notamment des personnes en situation de handicap, est une priorité pour le groupe depuis une dizaine d'années. Ce que ça nous apporte, eh bien, c'est le collectif, tout simplement. C'est jouer un rôle sociétal, mais aussi avoir accès à des compétences qui existent et que vous avez. Et puis dans chacune des équipes, c'est aussi, quand on inclut une personne en situation de handicap, c'est aussi beaucoup de bienveillance. C'est une façon de revoir nos organisations en fonction des compétences réelles des individus et pas uniquement avec des organisations figées telles qu'on en a l'habitude. Vous parliez d'écologie sociale. Eh bien, ça nous permet aussi de changer, ça nous permet de voir le monde différemment. Et puis on le voit, ça donne aussi beaucoup de bonheur dans les équipes parce qu'elles sont obligées de penser différemment et d'aller chercher des ressources qu'elles n'auraient pas simplement si elles n'étaient pas en contact de personnes un peu différentes. Ça nous fait collectivement progresser. Bonjour, moi je suis représentant de Covea, que personne ne connaît.
mais que tout le monde connaît en même temps parce que c'est MMA, MAF et GMF. Donc c'est à peu près 12 millions de clients. Et pourquoi on est... Enfin, pour répondre à votre question assez basiquement, une entreprise qui n'a pas de volet sociétal aujourd'hui, qui ne s'intéresse pas à l'inclusion, est une entreprise qui est quasi morte. Parce qu'il n'y aura bientôt plus un salarié qui voudra entrer dans cette entreprise, tout simplement. Nous, le handicap, je dirais, c'est venu totalement naturellement parce qu'on est les plus gros assureurs de voitures. Donc, malheureusement, c'est nous qui avons le plus grand quota d'accidentés graves. Et donc, depuis toujours, on se refait un devoir, et on est d'ailleurs meilleur que les autres pour ça, de s'occuper de ce handicap particulier qui met des jeunes dans un fauteuil roulant pendant toute leur vie, par exemple. Et donc, on en fait plus, et volontairement. Personne ne nous y oblige. Et puis, petit à petit, on a développé tous les volets du handicap qui vont de la recherche jusqu'aux achats responsables. Et je dirais qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Donc le cas ERTA, c'est un cas d'école pour nous, parce qu'on est client depuis 30 ans. Donc vous parliez de salariés qui sont sur notre site au Mans. Et en même temps, on est confronté à une transformation inéluctable qui est liée au digital. Et le digital, malheureusement, ça supprime le papier. Ça supprime donc le papier à l'entrée, jusqu'à la sortie, jusqu'aux archives. Et donc, ce n'est pas un métier qu'on va réinventer, parce qu'il n'y en a plus. Et c'est une baisse inéluctable. Par contre, on peut inventer d'autres métiers et on peut construire avec ERTA, avec APF, un vrai projet pour trouver des nouveaux débouchés. Parce que pour votre entreprise, c'est aussi une transformation énorme. Vous devez changer de métier, je dirais, régulièrement. Parce qu'il y a effectivement ce que vous pouvez faire en tant que salarié, mais il y a ce que les entreprises peuvent vous donner à faire. Et c'est la troisième transformation qui est peut-être la plus difficile, y compris pour une grande entreprise comme Covea, mutualiste et sensibilisée, c'est de lutter, j'ai bien apprécié votre formule, la présomption d'inefficacité. Et ça, c'est un combat que moi, en tant que directeur de l'engagement sociétal, je vais mener avec les achats, et on y va à plusieurs. Et plutôt que d'être cloisonné au sein de l'entreprise, on a décidé, à partir de ce cas d'école, de mener ce combat de la sensibilisation positive. Et voilà, et maintenant on sera jugé à nos résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour, je m'appelle... je ne sais pas si... Vous m'entendez? Pardon, excuse-moi. Bonjour, je m'appelle Eric Bad, je suis le directeur de la plateforme achat d'Enedis à Nantes. La plateforme achat Enedis achète à peu près sur le quart de la France. Alors, je vous répondrai un petit peu de façon différente à votre question. Moi, j'ai retenu un sujet qui était le développement commercial et développement d'activité. On est en plein dans cette actualité pour cette entreprise. Et je voudrais témoigner alors, sur le sujet. D'abord, je suis très touché d'être là aujourd'hui. Ça me fait prendre conscience de la réalité économique et également des entreprises adaptées. J'ai entendu les témoignages de salariés, ça me touche vraiment énormément. Alors Enedis, c'est une histoire, un présent et un futur, le sujet dont on parle aujourd'hui. Alors une histoire parce qu'on se connaît depuis quelques années avec les APF, on vous avait intégré à notre projet, ce grand projet Linky de remplacement des compteurs par des compteurs intelligents. Et nous avions décidé à l'époque que 70% des entreprises concernées par ce démantèlement des anciens compteurs seraient des entreprises adaptées. Donc ça, c'est le passé. Le présent, c'est que la nouvelle présidente du directoire d'Enedis a intégré la RSE dans le projet industriel et humain. Vous parliez de projet industriel il y a quelques secondes. Et le présent et le futur, c'est la transformation d'une sensibilité qu'on cherche à développer auprès des acheteurs, mais surtout auprès des métiers, pour que les entreprises adaptées soient intégrées à notre activité courante. Toujours cette présomption d'inefficacité qui a pu être mentionnée, se battre contre ça. Et nous, acheteurs, essayons d'être un petit peu leaders pour transformer la sensibilité des métiers. Alors, par exemple, et ça concerne les APF, j'ai le très grand plaisir d'avoir pu participer à une mission,
une transformation des relations avec les APF pour faire intégrer notre cœur de métier. Et depuis 2019, les APF sont rentrés sur l'activité, on ne vous connaissait pas jusqu'à maintenant, la cartographie des réseaux. Et on est vraiment dans le cœur de métier d'Enedis. Et c'est cette nouveauté également, transformer des entreprises adaptées et leur permettre d'intégrer le monde ordinaire en matière économique. Et je pense que c'est une belle réussite à laquelle je voulais témoigner aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Je donne la parole à monsieur Yves-Olivier Lenormand de Airbus. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis le délégué régional d'Airbus Développement, mais j'ai aussi la chance d'être le leader La France Une Chance en Loire-Atlantique. Moi, je voulais vous souhaiter la bienvenue et puis vous remercier voilà, pour la reprise de ARTA. Ce que je voulais vous dire, bon, probablement que c'est la plus belle région de France, je ne vais pas contredire Madame Morancet, mais surtout, on a de la chance dans cette région, il y a une particularité, c'est le jeu collectif. Et en fait, une grosse mobilisation des entreprises en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et on a lancé une initiative dès juillet 2020, donc c'était en présence de Sophie Cluzel. On a appelé ça Urgence Handicap avec La France Une Chance. Donc en fait, c'est vraiment un collectif où on a les équipes de la Direct, la préfecture, Thibaut Guilhuy, forcément, les organisations patronales et des clubs d'entreprise. Et en fait, depuis juillet 2020, tous les mois, on fait un gros événement en faveur de la mobilisation. Enfin, on mobilise les entreprises sur des événements handicap. Donc, on avait commencé par une webinaire en juillet. On a embrayé sur l'Inclusive Tour en septembre pour mettre en avant notamment l'emploi des personnes handies, mais aussi tous les achats inclusifs. On a embrayé en octobre sur le Tour de France en vide en vol avec Dorine Bourneton. On avait fait un job dating pour booster un peu voilà, l'emploi. En décembre, on a fait une soirée ambassadeur du handicap. Donc en fait, il y a une soixantaine de dirigeants publics privés qui sont engagés dans cette région pour s'impliquer fortement sur l'emploi des personnes handicapées. On a fini l'année avec un job dating personnes en situation de handicap et on a encore plein d'événements prévus en 2021. Donc on vous mettra à l'honneur pour que vous ayez plus de rencontres avec les industriels, les entreprises pour développer votre activité. Bon, si je parle côté Airbus, bon, l'emploi en faveur des personnes handicapées, ça fait partie de notre ADN depuis très longtemps. Donc on est très axé sur l'emploi, le maintien dans l'emploi, et puis sur les achats inclusifs, puisqu'on a vraiment beaucoup de partenariats en France avec des entreprises adaptées, des ESAT, notamment dans cette région. Et donc on est très content que vous arriviez dans la région, puisque du coup, on travaille déjà au niveau national avec vous. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, le chantier de l'Atlantique avec M. Bertrand Paquet. Bonjour à tous. Moi, je voudrais faire un témoignage. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec APF. Vous savez que nous sommes sur un marché de la construction navale qui est extrêmement concurrentiel. Pour autant, on travaille avec APF et ils sont totalement en ligne avec notre politique achat, qui est d'abord une politique de progrès continu. Et vous avez fait la preuve que vous pouvez être tout à fait, avoir une performance industrielle tout à fait honorable et au même niveau que les meilleures entreprises de la région. Deuxièmement, vous êtes des entreprises de proximité. Nous avons une politique achat de régionalisation. J'y tiens beaucoup en tant que directeur des achats, parce que ça contribue aussi à la réduction de notre impact environnemental. Et puis enfin, nous sommes un client exigeant, vous le savez, mais nous sommes un client fidèle, parce qu'on a une politique de coopération long terme et d'accord et de partenariat. Et quand je vois ce nouveau projet avec EARTA, je peux confirmer que nous sommes tout à fait en ligne pour continuer notre accord de partenariat et poursuivre jusque les années à venir. Nous avons un carnet de commandes qui s'étale jusqu'en 2023-2024 et vous faites tout à fait partie de notre réseau de partenaires. Merci beaucoup. Et donc, on travaille en particulier, APF travaille sur notre usine de cabine, et Georges Rabu est le directeur des achats de notre usine cabine. Bonjour à tous, merci. Moi, je voudrais revenir sur les propos de Madame la Présidente de France Handicap, présomption d'inefficacité. Alors, nous sommes clients de APF Briec,
à qui nous confions des marchés de câblage électrique depuis plusieurs années, et APF 56, le site de Vannes, à qui nous confions des marchés depuis plus de 11 ans. Eh bien, en tant que client, je peux témoigner de l'efficacité, de la performance, de la motivation des personnels dont ils peuvent être totalement fiers. Ils font des beaux projets, ils nous accompagnent. Nous avons commencé petits, sur des petits projets, puis la confiance s'est construite, nous avons appris à travailler ensemble, et depuis 2015, nous passons des marchés très significatifs. Nous représentons, je crois, 30% du chiffre d'affaires de l'activité tôlerie d'APF 56. Alors, présomption d'inefficacité, non. Présomption d'efficacité, motivation, compétence. Moi, je dirais que devant nous, nous avons des projets, nous avons des paquebots à construire, nous avons des cabines à construire, nous pouvons continuer d'intensifier nos relations, nous avons déjà des discussions sur de nouveaux projets. Par contre, bien sûr, comme pour toutes les entreprises industrielles, nous-mêmes et vous-même, ça nous oblige, ça vous oblige à rechercher en permanence l'excellence, l'efficacité, la performance. Donc, vous êtes capable de décrocher des marchés, vous l'avez montré. Demain, il faut aussi garantir que ces marchés, vous allez les réussir à nos côtés. Donc nous comptons, nous aussi, sur votre investissement personnel, l'engagement du management, les investissements dans les moyens de production efficaces et surtout l'investissement dans les femmes et les hommes, car ce sont elles, ce sont eux qui font la réussite des projets. Merci à tous. Merci beaucoup. Eh bien, beaucoup d'engagement. Merci, Monsieur Rabu, parce que je pense que dans la sémantique, moi je suis une éternelle optimiste. Je crois en la capacité de tout un chacun. Comme on le disait régulièrement avec Muriel Pénicaud, nul n'est inemployable. C'était vraiment notre mantra. Donc en sémantique, présomption de compétence, présomption d'efficacité, je pense que c'est comme ça qu'on changera la donne. Moi j'ai entendu, en tout cas merci pour vos témoignages, j'ai entendu aussi quelque chose que vous attendez beaucoup, c'est la sécurisation de votre parcours professionnel. Et ça, il faut qu'on s'en donne la capacité en termes d'accompagnement social et professionnel. Je pense que la méthodologie de l'APF France Handicap a fait ses preuves là-dessus pour développer le potentiel et vous rassurer. Nous avons beaucoup de dispositifs à mettre aussi au pot pour vous aider à évoluer. On n'a pas parlé des CDD tremplin, mais on y verra dans un deuxième temps. Là, on va restructurer ERTA, mais je pense qu'on a vraiment des dispositifs et l'État est à votre côté pour vos projets professionnels, vos projets de parcours, et je pense que c'est ça qui est important à travailler, ce parcours. Vous avez droit à des évolutions de carrière, à de la formation, et c'est dans cette sémantique-là qu'il nous faut parler. En tout cas, merci beaucoup aux industriels présents, parce que vous l'avez bien vu, on va avoir besoin de vous, de sécuriser justement ces nouveaux marchés, que vous accompagnez APF France Handicap dans cette évolution et cette reconversion, parce qu'il va y avoir de la reconversion professionnelle sur des nouveaux métiers. En tout cas, je voudrais aussi dire qu'on se donnera rendez-vous au Salon Inclusive Day le 3 juin, parce que vous allez pouvoir aussi démontrer certainement des nouvelles choses que vous avez faites, des nouveaux marchés. Ce salon, on le construit vraiment aussi avec tous les partenaires. Je voudrais remercier aussi les mots qui ont été dits par les chefs d'entreprise. Dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, ce n'est plus de l'affichage, c'est vraiment un mouvement qu'il y a au sein des entreprises. Nous sommes aujourd'hui à plus de 140 entreprises qui ont signé le manifeste inclusion. Naval Group l'a rejoint très récemment et d'autres. Et je pense que c'est dans ces engagements-là qu'on démontre que c'est possible et qu'on est en train de changer la donne. Donc je suis extrêmement confiante parce qu'on voit bien que ce partage partenarial de responsabilités, que ce soit des élus, que ce soit des entreprises, que ce soit de l'État, des associations, on va réussir tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages et vous pouvez compter sur nous vraiment pour ce que vous avez, les questions que vous avez posées, bien vous ayez les réponses et les bonnes réponses. Alors, je vais également saluer la participation de chacun, mais dire aussi que nous rentrons dans le moment où chacun va devoir être responsable et faire sa partie du chemin. Moi, j'entends l'enthousiasme, la motivation, la volonté d'avancer. Et ce que vous disiez très bien, madame, c'est nous, on avait fait notre partie du boulot, et tout d'un coup, l'entreprise risquait de s'arrêter. Et des sujets comme ça,
quand on est malheureusement au ministère de l'économie et de l'industrie, il nous arrive d'en avoir beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a ce supplément de motivation pour trouver des solutions, parce qu'on sait que les salariés sont engagés, veulent travailler, ont des compétences. Et a fortiori, lorsqu'ils ont des compétences, mais que ce n'est pas bien écrit sur un CV ou que le récit de leur histoire peut donner le sentiment qu'ils ne seraient pas aussi compétents que d'autres, c'est encore plus difficile. Et ce sujet, on le retrouve dans plein de situations. À chaque fois qu'on doit gérer des jeunes sans diplôme, la parité femmes-hommes, hein, c'est aussi un sujet où il y a ce débat sur la compétence ou l'incompétence présumée. Des personnes en reconversion, des personnes qui changent d'emploi, alors qu'en fait, l'essentiel y est, c'est-à-dire la motivation et la capacité à apprendre. Et cet engagement-là doit être aujourd'hui porté très haut, et il est porté très haut par le gouvernement. On le voit aussi dans l'importance de l'industrie pour justement apporter ces réponses. Et là, chacun devra jouer le jeu. On a parlé de commandes privées. Moi, je suis ravie que les acheteurs privés prennent leur part de ce projet. Il y a aussi la commande publique. Je le dis parce que j'y travaille depuis 18 mois, à faire en sorte que, de manière obligatoire, dans tous les cahiers des charges administratives générales, il y ait une clause environnementale et une clause sociale. Après, il appartiendra à chaque acheteur public de s'en écarter ou pas, mais il faudra qu'il nous explique pourquoi il s'en écarte, parce que c'est justement en permettant de donner des heures à toutes les entreprises qui contribuent à faire de l'insertion qu'on arrive à créer le mouvement et qu'on arrive à créer la taille critique pour les entreprises pour être compétitifs, tout simplement. Au fond, chacun ne demande qu'à travailler et a les talents pour le faire. Et je le dis d'autant plus si on le sait par cœur, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les sujets industriels dans cette région, mais aussi dans d'autres. Hein, c'est un sujet dont on voit la montée. On continue à avoir du mal à recruter. On continue à avoir du mal à recruter dans les métiers industriels, à tous les niveaux. Ce qui est extrêmement frustrant. Donc à la fois, on voudrait produire plus en France, mais on n'y arrive pas parce qu'on ne trouve pas facilement les compétences. Et on voit bien que là, il faut sortir de notre zone de confort, collectivement, et faire en sorte d'aller chercher là où sont les talents, de dévoiler les talents, et de redonner sa chance à ces talents qui sont souvent mal pris en compte alors qu'ils ont énormément de potentiel. Donc c'est ça aussi, je crois, le mantra du gouvernement, donner à chacun sa chance, le faire de manière très opérationnelle, sans grands mots, mais avec des actions précises et concrètes, et en s'appuyant sur toutes les forces vives du territoire, les collectivités locales, les entreprises, les associations, le monde de l'ESS, qui fait ce pont entre l'économie classique et le monde associatif et de l'économie sociale et solidaire. Et vous pouvez compter sur nous pour porter ce mouvement d'ensemble. Donc, bon vent, on sera au rendez-vous. N'hésitez pas à faire remonter les problèmes. Vous savez que les deux ministères ont été extrêmement disponibles et nous le serons parce que nous y croyons et nous voulons réussir. Je vous remercie. Je crois qu'on vous suit maintenant pour...